C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien qui remet sa démission et celle de son gouvernement. Un nouveau cabinet est attendu dès la semaine prochaine. Ce remaniement ministériel était attendu. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Le Mali, de nouveau au cœur d'un rapport d'une ONG. Il s'agit cette fois d'Amnesty International. 64 pages qui reviennent sur l'impunité de crimes de guerre et de violences commis dans le centre du pays en 2018. Nous serons en direct avec Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le bilan des intempéries qui s'alourdit en Afrique du Sud, il y aurait au moins 306 morts. Il s'agit des pires inondations que le pays a connues et le bilan risque encore de s'alourdir. Les dégâts matériels sont également nombreux. Les détails à suivre. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a présenté ce mercredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement, une démission acceptée par le président Ouattara. Une nouvelle équipe sera nommée dès la semaine prochaine. Pourquoi ce remaniement? Les explications de notre correspondante à Abidjan, Anan Ferjani. Cette démission du Premier ministre et de son gouvernement, le président l'envisageait depuis plusieurs mois d'après nos informations. Mais elle a tout de même surpris certains observateurs qui ne s'attendaient pas à ce que le remaniement ministériel dont on parlait tant depuis fin 2021 ne se concrétise maintenant, à un an d'élections locales et régionales dans le pays. Alassane Ouattara souhaite une équipe exécutive plus restreinte, plus efficace, de l'ordre d'une trentaine de ministères au lieu des 41 qui existaient jusqu'à présent. En Conseil des ministres, le président a évoqué la conjoncture économique actuelle et expliqué qu'il était impératif, je cite, de réduire les dépenses de l'État. Selon une source à la primature, Patrick Achi devrait être reconduit dans ses fonctions. Mais pour l'analyste politique Sylvain Guessant, un autre scénario reste envisageable. Selon lui, d'autres personnalités seraient pressenties pour reprendre le poste de Premier ministre. Et il se pourrait que Patrick Achi hérite plutôt de celui de vice-président, un poste vacant depuis la démission de Daniel Kablan-Dankan en 2020. Quoi qu'il en soit, le nom du prochain Premier ministre et la composition de son équipe seront officiellement dévoilés la semaine prochaine. J'ajoute que cette annonce intervient à quelques jours d'un discours très attendu du président Alassane Ouattara devant le Parlement à Yamoussoukro le 19 avril prochain. Un discours sur l'état de la nation qui s'annonce décisif pour la suite du calendrier politique ivoirien. On en vient à ce rapport d'Amnesty International sur le Mali, un rapport de 64 pages qui pointe du doigt une hausse des crimes de guerre et des violences contre les civils, en particulier dans les régions du centre, à Mopti et Ségou, depuis 2018. Ce rapport identifie également les différents obstacles institutionnels et légaux qui contribuent à cette impunité. Pour en parler, nous sommes avec Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ce rapport fait l'état des lieux des enquêtes concernant plusieurs crimes commis au centre du Mali depuis 2018. Qu'est-ce qu'il en ressort? Alors effectivement, notre rapport dresse un état des lieux de la réponse de la justice malienne concernant les crimes commis contre les civils, en particulier dans la région du centre au Mali depuis 2018. Et le constat que nous faisons n'est pas très bon, puisque malgré les engagements répétés des autorités maliennes et l'ouverture certes de quelques enquêtes judiciaires, les enquêtes sont au point mort, et alors que les victimes attendent toujours justice et que par ailleurs se poursuivent, comme nous avons pu le voir ces dernières semaines, des attaques ciblant les civils. Il faut rappeler que depuis 2018, ce conflit au Mali se caractérise de plus en plus par la recrudescence des exactions commises contre les populations civiles, que ce soit par les groupes armés d'un côté qui ciblent systématiquement les civils, les groupes d'autodéfense aussi qui ont commis des attaques délibérées contre des villages et entraîné des véritables massacres, mais aussi des exactions commises par les membres des forces armées maliennes qui ont commis des crimes et notamment des exécutions extrajudiciaires. Donc, en dépit de ces engagements, force est de constater que le cours de la justice reste très lent et que les populations attendent toujours que justice soit faite. Alors justement, vous avez identifié de nombreux dysfonctionnements et de manque de moyens qui contribuent à cette impunité, notamment dans le fonctionnement de la justice. Alors effectivement, notre rapport a identifié différents obstacles à cette bonne administration de la justice. D'abord, le cadre légal qui n'est absolument pas adéquat et qui doit être harmonisé avec le droit international et permettre notamment à des tribunaux civils de juger ces crimes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la justice militaire qui exerce cette compétence-là et c'est seulement à l'initiative du ministre de la Défense que des poursuites peuvent être engagées devant des tribunaux militaires concernant des allégations qui visent des militaires. Et ça, c'est un
obstacle majeur, et en plus d'être en contradiction avec les directives et les principes de la Commission africaine des droits de l'homme. Il y a aussi l'accord de défense entre le Mali et la France de 2014 qui donne aux tribunaux français la primauté pour juger d'éventuelles allégations de crimes commis par des militaires français en opération au Mali. Et à ce jour, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée, notamment sur le bombardement par l'armée française d'une cérémonie de mariage à Bounti, dans la région de Mopti. Alors, on ne peut pas dire que les autorités maliennes n'aient jamais ouvert de procédure judiciaire ou d'enquête sur ces crimes, mais vous le dites, dans votre rapport, il y a d'autres obstacles majeurs, celui d'enquêter par exemple dans des zones dangereuses, ou même celui de la protection des témoins qui est crucial. Absolument, des enquêtes ont effectivement été ouvertes sur d'importants massacres commis depuis 2018 par des groupes armés et des groupes d'autodéfense, notamment le massacre de Koulogopeul ou celui de Gossagou, qui font l'objet d'instructions, mais celles-ci, comme je le disais précédemment, avancent peu. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'autres obstacles, notamment l'insécurité, qui limite considérablement l'accès aux enquêteurs et aux juges des sites où les crimes sont commis. Le personnel judiciaire est totalement dépendant de l'appui logistique de l'armée malienne ou de la MINUSMA pour pouvoir accéder à ces zones. Il y a aussi la question de la protection des victimes et des témoins, puisqu'aucune disposition n'a été mise en œuvre pour permettre à ces personnes qui pourtant se trouvent dans les zones de conflit, parfois proches des personnes qui sont suspectées d'avoir commis ces exactions et qui donc craignent de témoigner du fait de possibles représailles. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre cette impunité aujourd'hui ? Alors, ce que nous demandons, c'est simplement de demander aux autorités maliennes de traduire en action leurs engagements en prenant des mesures très concrètes. Par exemple, reconnaître au pôle judiciaire spécialisé sur le terrorisme cette compétence pour enquêter sur les crimes commis par les militaires contre des civils et sans autorisation du ministre de la Défense. C'est garantir aussi la protection des victimes et des témoins pour permettre le témoignage et élucider ces crimes. Et aussi, avec l'appui de leurs partenaires, demander à l'État malien de renforcer les capacités techniques, financières et humaines du secteur judiciaire afin de garantir que toutes les personnes suspectées de crimes de droit international soient poursuivies et jugées dans le cadre de procédures équitables. La lutte contre l'impunité, ce n'est pas un luxe même en temps de conflit, c'est absolument primordial, non seulement parce qu'il y a un devoir de répondre aux victimes et à leurs familles en matière de justice, mais aussi pour contribuer à la non-répétition de ce type de crimes contre les civils que malheureusement nous continuons d'observer comme nous avons pu l'observer ces dernières semaines. Merci beaucoup Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette nouvelle attaque terroriste au Niger ce mardi, au moins 7 soldats des forces de sécurité nigériennes y ont été tués et au moins 13 autres seraient gravement blessés. L'attaque est survenue dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Burkina Faso. La correspondance à Niamey d'Harold Girard. Le poste frontalier de Pételkolé est situé dans l'une des zones les plus à risque de la région de Tillabéri. L'attaque n'a pour l'instant pas encore été revendiquée, mais ce poste est régulièrement la cible de ces attaques depuis plusieurs années maintenant. Plus largement, la zone dans laquelle il se situe, la frontière entre le nord du Burkina Faso et le sud-ouest du Niger, est souvent le théâtre d'attaques djihadistes de la part de groupes armés qui veulent imposer leur libre circulation entre les deux pays. La région de Tillabéri, elle, est prise en étau depuis près de 8 ans entre les violences du côté de cette frontière burkinabé depuis 2015 et l'insurrection djihadiste, et de l'autre, le conflit qui dure depuis 2013 sur le sol malien. Ici, au Niger, le nombre de morts dus au terrorisme a plus que doublé entre 2020 et 2021. Direction l'Afrique du Sud. Le pays connaît des inondations sans précédent. Le bilan est très lourd, au moins 306 morts. Et il pourrait s'alourdir. Des centaines de personnes restent prises au piège par les eaux. L'armée a été mobilisée pour apporter un soutien aérien pendant les évacuations. Les dégâts matériels sont également nombreux, provoqués notamment par des glissements de terrain. Axel Simon. Il est venu en personne auprès des familles endeuillées. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, accompagné par le Premier ministre de la région, a pu constater l'ampleur des dégâts et la dévastation. Il a promis l'aide du gouvernement. Cette banlieue de la ville côtière de Durban, dans l'est du pays, est l'une des plus sinistrées par les inondations meurtrières. Dans la nuit de lundi à mardi, des pluies torrentielles se sont abattues sur la région, provoquant d'importants glissements de terrain.
ponts effondrés, routes impraticables, la boue accumulée est souvent déblayée par les habitants eux-mêmes, avec les moyens du bord. On a réclamé de l'aide, mais personne n'est venu. Alors nous, les habitants, on fait ce qu'on peut. À d'autres endroits, l'armée a été mobilisée, notamment pour apporter un soutien aérien pendant les évacuations. Le bilan est meurtrier et des milliers de maisons ont été détruites. Plusieurs centrales électriques ont également été inondées, provoquant d'importantes coupures d'électricité. Sachez également que les habitants du township de Bambaï à Durban manifestaient aujourd'hui contre des manquements des services publics après des coupures d'eau et d'électricité provoquées par les inondations. Les manifestants bloquaient la rue pour demander aux autorités de la ville de réparer les infrastructures endommagées. Le début des travaux des Assises nationales en Guinée. Depuis quelques jours, les membres du comité de l'organisation sillonnent tout le pays. Objectif, recueillir les propositions des Guinéens sur le type de réparation aux crimes que le pays a connu depuis son indépendance. Ces assises voulues par le chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, sont perçues comme des journées de pardon et de réconciliation entre les Guinéens. Le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mohamed Salah Anadib, était en visite mardi 12 avril à Ouagadougou, une visite pour rencontrer le président Paul-Henri Damiba. Le diplomate a réaffirmé la disponibilité des Nations Unies à accompagner le Burkina Faso dans sa transition. Écoutez. Les échanges que nous avons eus avec le président de la transition partent du principe que depuis qu'il y a eu le changement au Burkina Faso, les Nations Unies, avec les autres partenaires, notamment la CEDEAO, se sont mis dans une logique d'accompagner la transition. Nous l'avons remercié pour le fait que maintenant, désormais, le président Kaboré est libre, ce qui était une des exigences de la CEDEAO. Nous nous sommes félicités que le procès qui était tant attendu a pu prendre également fin. Et nous avons réaffirmé notre disponibilité toujours d'être à côté des autorités de la transition. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.